C'est le seul que j'ai annoncé, je suis désolé. Hein, parce que c'est le seul qui a fait la promotion sur les réseaux sociaux. Alors... Bonjour. Bonjour monsieur. Vous parlez bien devant la pointe du micro et vous enlevez vos masques, bien sûr, quand vous parlez au micro. Voilà. Ça y est, vous êtes filmé. Bonjour les amis, merci de votre fidélité sur IDFM Radio Anguin et bienvenue au bar de l'économie. Une nouvelle émission, bien sûr avec Philippe qui m'accompagne à la technique. Bonjour à Philippe. Et puis toujours, vous pouvez nous retrouver et nous partager vos sentiments sur Facebook, la vidéo live et puis retrouver ensuite cette émission sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous, ça s'appelle bien sûr le bar de l'économie. Alors aujourd'hui, eh bien, j'ai la chance de pouvoir parler à nouveau du confinement. On va parler aussi du Val d'Oise, on va parler des commerces, on va parler de transport, de sécurité et puis aussi donc, au niveau de la sécurité, comment eh bien, enlever des nuisibles grâce à mes invités du jour que je remercie pour leur présence en studio. Alors, Sébastien Meurant, bonjour. Bonjour. Sébastien Meurant, vous êtes sénateur du Val d'Oise, vous venez régulièrement à ce micro et vous êtes membre de la Commission des finances au Sénat, secrétaire de la délégation aux entreprises et membre de la commission d'enquête sur la radicalisation islamiste. Donc, à l'honneur en ce moment, on a quand même pas mal de sujets à voir ensemble. On parlera, et bien sûr, entre autres, du confinement, car vous êtes à l'initiative d'un communiqué signé par 51 maires du Val d'Oise pour la réouverture des commerces de proximité. À vos côtés, David Corsiero, bonjour. Bonjour. Vous êtes le tout nouveau député de la 6e circonscription du Val d'Oise. On va donc faire connaissance ensemble aujourd'hui. Vous êtes membre de la commission des affaires économiques et là, bien sûr, il y a encore beaucoup de sujets ensemble du fait du confinement. On parlera donc aussi ensemble du Val d'Oise, de la crise sanitaire, des jeunes sans doute, des écoles aussi, du vote peut-être, si on a le temps, de l'âge des 16 ans, du T4 peut-être, on pourra parler également, et puis peut-être d'environnement également. Et à nos côtés, Caroline Provenchère, bonjour. Bonjour. Caroline Provenchère, vous dirigez la société Anti-Guêpes Nuisibles. Donc, vous proposez des prestations pour détruire les nuisibles et Dieu sait s'il y en a en ce moment, du fait notamment du réchauffement climatique. On en parlera ensemble. Vous êtes installé aux alentours, enfin à Herblay, et donc bien sûr vous intervenez dans tous les départements proches du Val d'Oise et bien sûr dans le Val d'Oise. Alors comme d'habitude, on va commencer par nos infos du jour, mais tout d'abord c'est vendredi et le vendredi, eh bien on souffle un petit peu, c'est la chronique bien-être. On va écouter les propositions, les 5 règles d'or pour bien dormir proposées par Céline Mestre. Bonjour Florence, bonjour à tous. Aujourd'hui pour cette chronique bien-être, je vous propose 5 règles d'or pour bien dormir malgré le stress. Et oui, selon une étude récente, 61% des Français dorment mal en 2020 cette année, contre 55% en 2018. Cette tendance se traduit d'ailleurs par une nette augmentation des recours aux tranquillisants. Entre mi-mars et mi-septembre, près de 500 000 prescriptions de somnifères ont été délivrées en plus des volumes habituels. Donc si vous avez envie de solutions plus naturelles, eh bien voici 5 règles d'or qui ont fait leur preuve pour un sommeil réparateur. Règle numéro 1, filer au lit dès les premiers signes du sommeil. Paupières lourdes, yeux qui piquent, vue qui se trouble, bâillement, baisse de la température corporelle, donc sensation de froid, ralentissement des réflexes, baisse de la vigilance. Tout ça, ce sont autant de signes indicateurs du sommeil. Voilà. Et si vous résistez au sommeil à ce moment-là, l'envie de dormir passe au bout d'un quart d'heure environ et revient seulement 1 à 2 heures plus tard. Donc vous ratez le train du sommeil. Filez au lit dès les premiers signes du sommeil. Près du micro après. Règle numéro 2, décharger les tensions accumulées au fil de la journée. J'ai un mal fou pour dormir. C'est une phrase fréquemment prononcée par les personnes qui souffrent de troubles du sommeil et cette difficulté à l'endormissement, au-delà de 20 minutes environ, peut être secondaire à une anxiété plus importante que d'habitude, liée à des circonstances vécues comme très stressantes et pour le moment, il y a quand même l'embarras du choix. Donc voici un exercice de relaxation dynamique issu de la sophrologie qui va vous permettre d'évacuer le stress. Vous vous mettez debout, pieds écartés de la largeur du bassin ou bien assis au bord d'une chaise, le dos droit, les bras relâchés de chaque côté.
Vous commencez par expirer par la bouche et puis vous inspirez par le nez profondément en serrant les poings. Vous bloquez votre respiration quelques instants et vous faites des mouvements de pompage de haut en bas avec vos épaules. Et puis quand l'apnée devient inconfortable, eh bien vous soufflez par la bouche en relâchant vos épaules et en ouvrant vos mains. À répéter 3 fois, très très efficace pour relâcher les tensions accumulées au fil de votre journée, notamment au niveau des épaules. Règle numéro 3, pratiquez des micro-siestes en journée. Vous savez ce qu'on dit, hein, on prépare sa nuit la journée. Ça signifie que plus vous vous placez dans Je ne sais pas si vous avez tous le temps dans vos agendas. Et si vous passez une bonne nuit, il y a de fortes chances que vous fassiez aussi une bonne journée. Refaites tourner la roue. Tu as l'air fatigué d'ailleurs. Alors, oubliez la sieste royale de week-end, hein, celle qui dure 1h30, soit un cycle complet de sommeil. Vous pouvez opter pour la sieste flash ou micro-sieste, donc. Quelques minutes ou même quelques secondes permettent de récupérer sans entamer le sommeil de nuit. Et cette micro-sieste, elle améliore l'attention, elle apporte un regain d'énergie et elle favorise la relaxation mentale et musculaire. Vous vous installez confortablement dans un endroit à peu près isolé. Si vous avez peur de vous endormir, vous programmez une sonnerie sur votre téléphone. Vous vous détendez. Vous voulez intervenir sur la chronique profonde et vous pensez à une situation très agréable, un moment où vous vous sentez particulièrement bien. Et vous revenez à vos 5 sens. Vous détaillez ce moment le plus précisément possible en laissant venir les sensations visuelles, auditives, olfactives, tactiles ou même gustatives. Vous vous concentrez bien sur tous les aspects de cette situation. Vous prenez conscience du bien-être qu'elle vous procure et puis à la sonnerie, vous ouvrez les yeux et vous vous étirez. Règle numéro 4, si vous vous réveillez la nuit, n'allumez pas les lumières comme en plein jour. Vous le savez, notre horloge biologique est placée sous l'influence de la lumière et de la mélatonine, l'hormone du sommeil, située dans le cerveau, sécrétée par une glande située dans le cerveau en l'absence de lumière. Donc la lumière retarde donc la sécrétion de mélatonine, en particulier la lumière bleue de nos écrans. Donc si vous vous réveillez la nuit, vous ne jetez pas sur votre smartphone, vous n'allumez pas non plus les lumières comme en plein jour, parce que votre cerveau ne comprendra pas que c'est encore la nuit et qu'il peut donc replonger dans les bras de Morphée. Restez plutôt dans la pénombre, pratiquez un exercice de respiration pour vous ramener vers le calme et la détente et pour éviter aux pensées parasites de revenir en force. Vous pouvez par exemple vous concentrer sur votre respiration et allonger l'expire par rapport à l'inspire, un rythme 3-6 par exemple, ça va vous aider. Et puis règle numéro 5, installez votre rituel de sommeil. Votre sommeil est à la fois très précieux et très fragile, il se détraque facilement et à la clé, quand il est détraqué, eh bien, diminution de la concentration, de la mémoire, de la fertilité, de la masse cérébrale, augmentation de l'appétit, du risque d'accident, accélération du vieillissement, troubles de l'humeur, etc. Si la restriction de sommeil est ponctuelle et modérée, les conséquences sont limitées, mais si cette restriction est régulière, c'est une bombe à retardement pour l'organisme. Et il faut donc, le soir, envoyer les bons signaux à votre cerveau et à votre corps pour qu'il passe en mode sommeil. Rien de mieux pour bien se préparer au sommeil que d'instaurer un rituel pour aller dormir. Trouvez votre propre rituel apaisant et relaxant. Lire un bon bouquin, boire une tisane relaxante, prendre un bain ou une douche tiède, écouter de la musique douce, allumer quelques lumières. Pour une ambiance tamisée, utilisez des huiles essentielles apaisantes comme la lavande ou la camomille romaine. En tout cas, toujours la même chose, toujours dans le même ordre et pendant au minimum 21 jours, puisque vous le savez, il faut ce temps-là pour que l'être humain ancre une nouvelle habitude. Si vous avez envie d'aller plus loin, découvrir comment la sophrologie peut vous aider à retrouver un sommeil réparateur, n'hésitez pas à me contacter. Céline Mestre, sophrologue à Cormeilles-en-Parisis. Merci de votre attention, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique bien-être. À bientôt. Vous êtes sur IDFM Radio Anguin, la radio du bien-être. Et merci à Céline Mestre. Alors David Corsiero, vous êtes le tout nouveau débuté. Est-ce qu'on a le temps de faire des micro-siestes quand on prend une nouvelle fonction? Je pense que pour ma part en tout cas pas du tout, mais je pense que la chronique est très adaptée à la situation actuelle puisque le confinement permet de rester et on demande aux gens de rester un peu plus chez eux. Donc ceux qui le peuvent pourront essayer d'appliquer la chronique en tout cas. Pour ma part, non, je vous assure que je n'ai pas le temps et que je prends mes nouvelles fonctions très à cœur. Je travaille
plus de 20 heures par semaine, enfin par jour quasiment. Vous savez, j'ai cette chance, pour ceux qui ne me connaissent pas, si vous voulez, je vais commencer par me présenter, ce sera peut-être plus facile. Allez, ça serait une bonne idée, effectivement. J'ai 42 ans, je suis dans le Val d'Oise depuis 10 ans. Je suis originaire de Seine-Saint-Denis, auquel j'ai grandi à Saint-Denis tout simplement, dans le 93. J'ai vécu quasiment 15 ans dans cette belle ville. Après, j'ai déménagé dans le 92 et j'ai eu la chance de pouvoir vivre dans deux banlieues totalement différentes, ce qui me crée une vraie mixité sociale. J'ai un défaut qui est aussi une qualité, c'est que je suis très fidèle en amitié. Donc aujourd'hui, je retourne régulièrement à Saint-Denis, comme j'aurais pu, quand je continuerai d'aller à Courbevoie voir mes amis. J'ai fait ce choix de venir sur le Val d'Oise parce que, premièrement, je vous le dis, c'est l'un des plus beaux départements. Et je pense que monsieur le sénateur partagera mon avis sur ce côté-là. On a un département qui est vraiment magnifique. On a de l'urbain, on a le Vexin juste à côté, on peut faire plein de petites choses. On est vraiment sur un département qui est vraiment très mixte. Et pour moi, c'était le meilleur compromis parce que aujourd'hui, entre l'urbain et la campagne, voilà, c'était vraiment le meilleur choix. Je suis heureux d'y vivre. Et puis, comme vous venez de le dire, j'ai cette chance depuis le 27 août dernier d'être devenu le nouveau député du Val d'Oise en remplacement de Mme Dumas, qui est devenu secrétaire d'État. Et j'ai quelque chose qui va faire sourire certainement plusieurs de vos auditeurs, c'est que j'ai parfaitement conscience que ça s'arrête dans 18 mois. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que je veux être le facilitateur de vie des Valdoisiens et surtout de ceux de ma circonscription, pour la simple et bonne raison, c'est que je vais m'atteler à la tâche parce que je pense qu'aujourd'hui, je dois rendre à la France, je dois rendre au Val d'Oise ce qu'elle m'a donné, tout simplement. Et aujourd'hui, je prends à cœur de répondre à tous ceux qui nous écrivent. Je partage le fait que ma permanence est ouverte à tout le monde. Et ça, c'est un point d'honneur et j'en fais un point précis parce que je veux vraiment donner au rôle de député tout le sens qu'il peut avoir. On est là pour servir, on est là pour rendre service. Et vous voyez, comme vous avez pu le dire tout à l'heure avec quelqu'un qui était juste à côté, depuis le 27 août, regardez juste mes réseaux sociaux. Je suis tous les week-ends sur le terrain, je suis auprès des commerçants, que ce soit sur le marché, que ce soit en centre-ville ou ailleurs. Je suis auprès des associations. J'ai un point d'honneur, vraiment, je vous le dis, c'est très important pour moi sur ces 18 mois qui restent, d'être avec tout le monde. Alors c'est très important ce que vous venez de dire, d'autant que vous avez pris vos fonctions à un moment où la France est quand même très perturbée par cette pandémie. Beaucoup de sujets à l'ordre du jour en France, tant économique que social, bien sûr. Donc ce qui veut dire que, ce qui veut dire que vous laissez ouvert la porte à tous les habitants pour venir frapper chez vous et répondre à leurs interrogations, c'est bien ça? Alors c'est exactement ça, et ma permanence est ouverte à tout le monde, que vous soyez élu ou pas élu, ou vous soyez un simple citoyen du Val d'Oise. Si je peux vous aider, il suffit juste d'appeler, vous prenez rendez-vous. Vous savez, je vais vous faire sourire, et ça pense que peut-être que ça va se voir à la radio. Je réponds au téléphone à l'Assemblée nationale. Je suis un élu, mais je suis un citoyen comme tout le monde. Je suis comme tout le monde. Et quand les gens me demandent, mais c'est vous qui répondez au téléphone? Je dis, mais oui, pourquoi vous voulez que je ne réponde pas au téléphone? Quand je suis au bureau, que je suis disponible, ou quand je reçois un mail d'un concitoyen et que j'ai 5 minutes, je prends mon téléphone, j'appelle. Il y a quelques jours, j'étais au téléphone avec un commerçant d'Anguin qui m'expliquait qu'il ne comprenait pas les mesures sanitaires qui étaient prises, et nous avons échangé pendant plus de 15 minutes au téléphone. On a parlé des mesures prises en place, et je peux vous dire que quand on lui expliquait que la mesure elle était faite pour sauver des vies et que effectivement je comprends, ça veut dire que je ne comprends pas, je suis un petit-fils de commerçant. Le commerce, j'ai dans la peau, c'est mon métier. Donc je ne vais pas vous dire le contraire. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, je suis un homme qui assume mes responsabilités et je n'ai pas peur d'aller parler aux gens. Alors justement, parlons-en. La première info du jour, c'est ce qui s'est passé cette semaine à l'Assemblée nationale. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a poussé un coup de gueule. Mardi, pas d'unité nationale, un confinement non compris par la population qui n'accepte pas ces mesures contraignantes. Pourtant, la deuxième vague du Covid est bien là. 1700 décès et 130 000 contaminations en 3 jours.
Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé. Alors que se passe-t-il à l'étranger? Avant que je vous passe la parole à tous les deux, messieurs le sénateur et monsieur le député. Les Pays-Bas, qui n'avaient pas fait de confinement, eh bien, sont soumis à un confinement partiel depuis mercredi. Fermeture des bars et de tous les restaurants pour tenter de freiner la poussée de la pandémie. Après des mois de refus du port du masque, le Premier ministre l'a finalement adopté et décidé de le rendre obligatoire dans tous les espaces clos pour les plus de 13 ans. La vente d'alcool également sera interdite après 20 heures dans le but de réduire les interactions sociales. Au Danemark, 15 millions de visons sont abattus pour des risques de mutation du virus et de transmission via leur fourrure aux êtres humains. Pourtant, c'est le plus gros pays producteur. L'Italie prend également de nouvelles mesures de restriction. Interdiction aux bars et aux restaurants de servir des clients non assis à l'intérieur après 21 heures. Mais pour l'instant, personne ne ferme les commerces. Au Royaume-Uni, fermeture des pubs à Liverpool et réactivation de 3 hôpitaux de campagne mis en place au printemps. Voilà un petit peu ce qui se passe à l'étranger. Alors, sénateur Sébastien Meurant, vous êtes à l'initiative d'un communiqué co-signaté par 51 maires du Val d'Oise pour demander la réouverture des commerces. Alors, comment ça se passe auprès des maires? Quel est l'avis du Sénat? Alors là, ce communiqué en fait est né à la suite d'un amendement déposé par Philippe Bas au Sénat la semaine dernière et qui a été voté à l'unanimité, sénateur En Marche compris. Donc par tous les partis politiques, vous voulez dire? Par tous les partis politiques, y compris le représentant d'En Marche qui était là, c'était en la soirée ou en début de nuit. La semaine dernière, on demandait simplement au préfet la possibilité, avec le maire, si les conditions sanitaires étaient remplies, de pouvoir rouvrir les commerces. Le Val d'Oise est un département extrêmement diversifié dans sa population, dans ses villes. Vous avez la 3e ville d'Île-de-France, à Argenteuil, et vous avez effectivement, monsieur le député en a parlé tout à l'heure, le Vexin français, la Plaine de France, donc des villes où la densité humaine est extrêmement faible, où il y a 1, 2, voire pas de commerce. Mais lorsqu'il y a des commerces qui sont respectueux de toutes les normes sanitaires, eh bien, il me paraissait judicieux, intelligent, il me paraissait donc le principe de subsidiarité, de traiter, d'administrer au plus près de la population, donc c'est un souci évidemment de servir les Val-d'Oisiens et les Français, de laisser la possibilité au préfet, avec le maire, de rouvrir. Et il nous paraissait évidemment incohérent, complètement incohérent, de laisser ouvert les grandes surfaces. On a pu voir que, concernant les livres, les librairies, par rapport à la FNAC, on voit bien qu'il y a eu des tergiversations, des allers-retours. Et la difficulté, c'est que c'est le bon sens qui doit primer, avec l'intérêt général toujours. Et ce qui a été l'image renvoyée par le gouvernement n'a pas été cette image de bon sens et de lisibilité de l'action. On a eu quelque chose la semaine dernière, cette semaine qui s'est produit à l'Assemblée nationale, je ne sais pas si le député était présent. Pour la première fois, je n'ai pas le souvenir qu'un ministre demande aux parlementaires de sortir s'ils n'étaient pas d'accord. Et là, quelque chose qui est extrêmement grave, puisque si le gouvernement a eu depuis 7 mois à de nombreuses reprises les pleins pouvoirs, à aucun moment dans l'histoire de la France, me semble-t-il, un ministre a demandé aux parlementaires présents, aux députés présents, de sortir. Là, c'est quelque chose qui s'apparente une négation de la démocratie représentative et du Parlement. Et le rôle du Parlement, c'est justement de contrôler le gouvernement, et notamment lorsque les mesures sont mal comprises ou sont incompréhensibles, puisqu'on a pu voir que le gouvernement est revenu. Alors on aboutit à des situations qui sont complètement ubuesques. On voit maintenant effectivement dans les grandes surfaces des rayons livres fermés. Et après, vous avez vu qu'est-ce qui est essentiel, pas essentiel. Alors le ricin, le rouge à lèvres, mesdames, ce qui est fondamental, c'est les mesures sanitaires. Est-ce que l'on peut accueillir de manière, j'allais dire safe, excusez-moi pour l'anglicisme, dans les magasins, les client par client, est-ce que les commerces peuvent faire respecter, et là c'était la question essentielle, c'était ça. Donc on ne veut pas voir mourir nos centres-villes, j'imagine qu'on est tous, on partage tous cette opinion, donc laissons aux élus de terrain la possibilité de ces principes essentiels, comme la liberté d'entreprendre, parce que là on a quelque chose qui va se produire,
on en parlera tout à l'heure, je pense, c'est que l'économie est en train de tomber. L'économie, et après, évidemment, avec tous les drames sociaux, et on ne meurt pas que du Covid, malheureusement. Alors, on va poser la question à David Corsiero. Donc, monsieur le député, que pensez-vous donc, que pensez-vous finalement pour des commerces? Parce que, en fait, on voit bien que les petits commerces savent mettre en place des mesures sanitaires de sécurité, autorisent que souvent un client en magasin, les autres font la queue à distanciation dehors. Et pourtant, dans une grande surface, par contre, là, il y a énormément de monde en même temps. Alors, est-ce qu'à votre avis, on peut penser que le gouvernement va assouplir ces règles? Merci beaucoup. J'aimerais, si vous me permettez, juste avant d'avoir l'occasion de rebondir sur ce que vient de dire monsieur le sénateur, juste, je vous confirme que j'étais bien dans l'hémicycle ce soir-là. Et je veux dire que on a eu la chance d'avoir un ministre qui est médecin, qui connaît parfaitement son rôle. Quelques heures juste avant d'être dans l'hémicycle, il nous expliquait qu'il était à l'hôpital. Et ce qui a fait sa révolte, c'est parce qu'il était à l'hôpital et qu'il a vu mes collègues de droite se lever et applaudir. Et il pensait tout simplement qu'il y avait une bonne nouvelle à annoncer dans l'hémicycle. Et quand il a appris qu'il se réjouissait juste parce qu'un amendement était déposé et reculait l'état d'urgence à la date qui était proposée par le gouvernement, vous confirmez ce que je suis en train de dire? Non, avancer justement, limiter la durée de l'état d'urgence pour le gouvernement. On est d'accord. Et on parle bien de la même chose. Et c'est non, pour ça mais qu'il avancer justement par reculer. Non mais oui, qui avançait, qui prévoyait un arrêt. Le rôle du Parlement, c'est de contrôler le gouvernement. Oui, je suis d'accord, monsieur le sénateur, mais vous voyez, on ne comprend pas, on ne peut pas interpréter les choses. Moi, je suis dans l'hémicycle, je vous dis ce qui se passe, et c'est pour ça que le ministre est venu dans l'hémicycle, fou furieux, en colère. Et je vais vous le dire, heureusement qu'on a un ministre qui est médecin, et qu'on n'a pas un ministre qui fait de l'économie. Je suis désolé, est-ce qu'on parle juste de sauver des vies? Enfin, monsieur le sénateur, je vais vous poser une question. Alors, la vie ne vaut pas-elle plus que tout? Alors, je vous ai écouté, monsieur le sénateur, vous ayez la politique. Vous me demandez mon avis. Je vais finir, vous allez développer plusieurs points. Moi, je vous pose la question qui est celle-ci. Je vais vous le dire, j'ai un profond respect pour tous les commerçants. J'aime les commerçants et je vous le dis aujourd'hui. Je vais vous lire juste quelque chose qui a été écrit par un maire. Sur les réseaux sociaux, il y a quelques mails. Ce décret n'est pas pertinent, voire arbitraire, et génère des situations inéquitables. Toutefois, si nous voulons sortir rapidement du confinement, nous devons impérativement limiter la circulation des personnes. Soyons raisonnables. Monsieur Philippe Sueur, maire d'Enghien. Je vais vous donner un autre argument. Monsieur Philippe Sueur, qui fait partie de TLR, de votre groupe, on va dire, est le premier maire du Val d'Oise à avoir pris un arrêté qui obligeait le port du masque dans sa ville. Il a été critiqué comme personne. Et je vous le dis, c'est un bon maire, élu depuis 89, et je vous le dis, et je le pense. Et bien moi je vous le dis, je ne peux pas comprendre aujourd'hui que l'on fasse de la politique politicienne sur le sujet d'une vie. Et je vous le dis parce que, vous savez pourquoi je suis un peu plus en colère que tout? Parce que vous, monsieur le sénateur, vous participez comme moi aux réunions du préfet, aux conversations téléphoniques, conférences que nous avons, et vous avez les chiffres comme moi. Alors, je vais finir, je vous assure, je vais finir. La situation du Val d'Oise, elle est très préoccupante, et vous le savez. Vous le savez. Les chiffres, les derniers chiffres, on est à 83% en réanimation. Honnêtement, est-ce que vous pensez que les commerçants fassent du emporter sur place, du emporter... du click and collect, voilà, comme on dit. Ce mot-là, je n'y arriverai pas, et depuis le début, je cherche à le franciser. De la prise à emporter, tout simplement. On essaye, on les accompagne. Et vous reprochez à nous de ne pas essayer. Mais je vous le dis, je vous assure, j'ai fini dans quelques instants. Regardez mes réseaux sociaux. Il y a encore quelques jours, j'étais avec un entrepreneur du Val d'Oise qui développe des solutions. On essaye de tout faire pour les accompagner. Encore ce matin, le gouvernement a annoncé que pour toutes les librairies, ils seraient remboursés de tous les frais qu'ils peuvent avoir. Tous les frais postaux, je vais en parler dans quelques minutes. Honnêtement, moi je veux bien débattre de plein de choses, mais pas faire de la politique politicienne. Ça, je peux pas. Donc finalement, monsieur... Le sénateur voulait répondre et j'ai plaisir à écouter sa réponse. On va lui poser la question. Donc je reviens sur ce que vous venez de dire. Vous êtes donc favorable à la fermeture des commerces pour justement limiter la circulation du public, c'est bien ça? Oui, je vous le dis parce que honnêtement, quand je lis la tribune, et j'ai pris plaisir à la lire hier,
Ce sont les mêmes maires qui criaient que le déconfinement était trop rapide. Je suis élu local. Je vous donne 2 exemples. Et après, je vous assure, je vous laisse la parole. Je suis élu localement. Moi, je me pose la question, qu'est-ce que ces maires ont fait depuis juin pour faire revenir les gens dans les commerces de proximité? C'est la question que je me pose. Je suis élu localement. J'ai posé en commission des commerces, j'ai posé 2 choses. Regardez ce qui se passe dans les départements à côté. Moi, je ne vis pas que dans le Val-d'Oise, je vis à côté. À Asnières-sur-Seine, la première mesure qui a été prise, c'est de mettre des affiches. Si j'aime Asnières, j'aime mes commerçants. Je l'ai proposé dans ma ville, refusé. À Asnières-sur-Seine, on va acheter du pain dans une boulangerie, vous avez une réduction de 50 centimes pour aller au pressing un peu plus loin. Je l'ai proposé dans ma ville, refusé. On m'a dit, ce n'est pas la politique de la ville, c'est l'association des commerçants. Alors, moi, je veux bien, mais quand je vois que ces mêmes maires critiquent et n'ont rien fait, excusez-moi, madame, je suis désolé, je peux entendre tout ce que vous voulez, mais moi, aujourd'hui, je veux que l'on sauve un maximum de vies. Alors, on va passer la parole à monsieur le sénateur, Alors, à Sébastien Meurant. 2 choses. La première chose, Olivier Véran, ses propos sont complètement inacceptables. D'ailleurs, il a reconnu s'être emporté. Ça n'est jamais arrivé, puisque c'est une remise en cause de la démocratie représentative. Il était fâché, pourquoi? Parce que vous n'étiez pas suffisamment nombreux, monsieur le député, du groupe En Marche, et effectivement, l'amendement passé par les oppositions a été voté. La question, c'est celle-là. Monsieur Véran est un médecin. Mais franchement, reprenez ce qu'il a pu dire ces 7 derniers mois. Mais c'est cruel de constater qu'il s'est contredit des dizaines de fois. Donc là, le problème de la compréhension par les Français, parce que les mesures, il faut qu'elles soient acceptables par les Français, c'est le discours qui a été les masses, ça sert à quelque chose, on a suivi en masse. Mais écoutez, il faut être sérieux quand même. Donc là, je pense que cette personne n'est plus crédible. Et on a pu tous voir que vous mettez 3 médecins ensemble, ils ne sont pas d'accord. Là, c'était par rapport au Parlement et par rapport à la crédibilité du ministre de la Santé, dont la crédibilité est fortement atteinte. Concernant le Val-d'Oise, vous avez dit effectivement que nous avons des réunions régulières avec monsieur le préfet, avec la responsable de l'ARS, Anne Carly. La semaine dernière, on a eu une réunion, je pense que vous étiez là, j'ai posé une question qui me paraît essentielle. Laquelle? Est-ce qu'il y a plus de morts dans le Val-d'Oise à date que l'année dernière? Tout confondu. La réponse de monsieur le préfet, vous étiez là? Il y en a moins, monsieur le sénateur. Il y a moins de morts aujourd'hui, cette année, que l'année dernière, tous morts confondus. La question qui se pose, et c'est la question essentielle, c'est que depuis des années, des lits de réanimation étaient fermés. C'est ça la question. Et dans le Val-d'Oise, on a 58 lits de réanimation pour un département d'1 300 000 habitants. Et ça peut monter jusqu'à 82 lits. Et pour être précis, soyons précis, ça c'est les chiffres qui ont été annoncés, vous l'avez entendu, c'est les mêmes que j'ai entendus. La semaine dernière, on activait le palier 3, là on rentre dans des mesures plutôt administratives, donc qui faisaient appel aux cliniques privées tout simplement. Donc la question qui était essentielle, c'est la question de la crédibilité d'action de l'État. Lorsque on vous pose une question de grande surface, où il y a beaucoup de monde, et les petits commerces, la question c'est comment on peut comprendre qu'il y a moins de propagation de virus dans les grandes surfaces que dans un commerce où on est tout seul. C'est ça la question de fond, la question de la lisibilité de l'action publique. Et la question donc au Parlement, là vous n'avez pas répondu, est-ce que vous avez été choqué qu'un ministre, vous savez très bien qu'un ministre, il est nommé par un président et le représentant du peuple, ben c'est vous, c'est nous. Hein, donc à aucun moment à ce jour dans l'histoire récente, et je n'ai pas d'exemple en tête, peut-être en avez-vous, un ministre se permet de dire « sortez de là, messieurs les députés ». Quel respect pour le Parlement, dont la mission c'est de voter les lois et de contrôler le gouvernement. À ce jour, le Parlement, et notamment au Sénat, on a accepté l'état d'urgence à 4 reprises. Donc il faut considérer le Parlement comme une solution et pas comme un problème. Hier soir, donc au Sénat, à l'état d'urgence, nous avons réussi à faire passer un amendement, évidemment, que le gouvernement et que l'Assemblée nationale, à mon avis, va faire tomber, puisque l'état d'urgence va être prolongé jusqu'au mois de février. Mais c'est un sénateur centriste qui s'est exprimé pour souligner la gravité de la façon dont le gouvernement se comporte vis-à-vis du Parlement. Et il a parlé d'un affaiblissement des règles démocratiques. C'est un sénateur centriste. Alors David Corsiero, en tant que député, qu'est-ce que vous répondez? Alors déjà, je vais vous dire que je trouve qu'en parlant du fond, et ça me fait plaisir, monsieur Meurant, je regrette qu'il n'y ait pas une unité. Vraiment, c'est le fond de ma pensée, je regrette. Et sur tous les chiffres que vous venez de dire, je suis d'accord avec vous. Et c'est là, je suis d'accord avec vous qu'on n'a pas assez de lits sur Val-d'Oise, je suis d'accord avec vous. Par contre, quand on nous explique qu'il y a moins de morts, mais c'est normal, maintenant il y a le port du masque qui est obligatoire. Donc c'est logique qu'on a des résultats. Donc ça me fait plaisir que vous le souligniez. C'est d'une logique implacable. Automatiquement, on protège les gens. Maintenant, le fait qu'on n'ouvre pas, et il faut que les gens comprennent juste que c'est pas le fait qu'on ne veut pas qu'ils ouvrent,
c'est qu'on veut limiter les déplacements à l'extérieur. On veut juste que les gens soient un maximum chez eux. C'est ça cette mesure. Tout simplement, c'est faire preuve de bon sens. Tout simplement, on veut juste que les gens limitent. L'autre jour, j'ai discuté avec quelqu'un, j'étais juste à côté, on discutait, j'ai fait 3 pas à côté, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai reparlé à quelqu'un, j'ai refait 3 pas plus tard, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai continué. C'est ça que nous ne voulons pas. C'est que les gens sortent juste pour sortir, pour faire leurs achats de première nécessité, tout simplement. Alors moi, j'ai quand même une question des auditeurs, je vais vous la poser à tous les deux d'ailleurs. La question quand même qui ressort, c'est, on savait très bien qu'une deuxième vague allait arriver. La première vague, effectivement, le gouvernement a dit que le masque n'était pas obligatoire et puis de toute façon, on n'avait pas de masque. Ça, c'est quand même une des questions d'auditeurs. C'est quand même un revirement de situation. Mais surtout, la deuxième, c'est du fait qu'on savait que cette deuxième vague allait arriver, pourquoi n'a-t-on pas augmenté le nombre de lits en réanimation? Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? L'un comme l'autre. Qui veut répondre? Sébastien Meurant. Il faut poser la question au gouvernement. Je sais ce qu'on va nous répondre, c'est qu'on ne forme pas un anesthésiste ou une infirmière en quelques mois. C'est évident. Sauf que il y a plus de 600 000 infirmières en France. Moi, j'ai une belle-sœur qui est infirmière, j'ai de la famille qui travaille dans le milieu hospitalier et autres, profession médicale. Elle, par exemple, a travaillé dans le service de réanimation. On ne lui a pas demandé de venir renforcer, s'il fallait, venir renforcer les hôpitaux en réanimation ou en soins intensifs. La question, et là, ce gouvernement n'est pas le seul responsable, ça commençait bien avant, c'est la question des fermetures de lits d'hôpitaux, et notamment dans le Val d'Oise. Il y a 2 ans, pour la première fois de ma vie, j'ai pris un mégaphone de la CGT pour lutter contre la fermeture de l'hôpital de Saint-Martin-du-Tertre. Et là, c'est symptomatique de la façon dont la France est dirigée. Et là, en fait, c'est la haute administration qui en fait a la main sur beaucoup de choses. Rappelez-vous, dans l'Est, le représentant de l'ARS s'est exprimé pour dire qu'il allait continuer la fermeture des lits d'hôpitaux en pleine crise du Covid. Cette personne a été sanctionnée, elle a été effectivement pas licenciée, mais elle a été évincée de son poste. Mais quand même, c'est vous dire que c'est une mécanique qui continue, et c'est là où est le vrai drame. On a en France le niveau de prélèvement les plus élevés, les dépenses de santé les plus élevées, et on a, par rapport à l'Allemagne, on a un nombre de lits de réanimation de soins intensifs qui est très très faible, qui est beaucoup trop faible. Donc la question, effectivement, c'est pourquoi en 7 mois, on n'a pas été tout de suite, et là pourquoi effectivement le palier 3 vis-à-vis des cliniques privées, du privé, n'a pas été actionné. Et là, la question de l'impréparation, évidemment, elle se pose. Et je ne veux pas être cruel, mais quand même, M. Véran est l'exemple type de personne qui ne peut plus être crédible. Reprenez les réseaux sociaux, vous êtes sur les réseaux sociaux, reprenez les différents discours. On va proposer à David Corsiero de répondre. Vous l'avez dit, David Corsiero, il n'y a que 58 lits en Val d'Oise. C'est très peu pour 1 million d'habitants. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Et alors là, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais la première chose, c'est qu'il y a un élément qu'il faut prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, l'ensemble du personnel médical connaît mieux le virus que nous le connaissions au mois de mars. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on connaît les symptômes, on sait comment on peut le soigner. Maintenant, après, je vais répondre quelque chose de très juste. La médecine, c'est pas de la politique. Je suis désolé. Prenez n'importe quelle situation et n'importe quelle maladie, vous trouverez toujours des médecins qui contredisent les autres. Enfin, il faut juste faire preuve encore plus de bon sens. Qu'on n'ait pas assez de lits, bah oui, si vous voulez, c'est de ma faute. Mais bon, moi je veux bien prendre toutes les responsabilités qui sont les miennes. Mais aujourd'hui, pourquoi on n'a pas actionné tel plan à tel moment? Aujourd'hui, on n'arrête pas de le dire. Il va y avoir une 3e, une 4e vague, ça n'arrête pas. Si on prend des mesures pour protéger les gens et qu'on fait que de la polémique sur tous les sujets, moi je veux bien. Pourquoi il n'y a pas assez de lits? Mais aujourd'hui, vous étiez à Saint-Martin, monsieur le sénateur, j'étais avec vous. Regardez les photos, j'étais là. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut être d'accord, mais aujourd'hui, on n'est pas là pour polémiquer, on est là pour sauver des vies, et j'arrête pas de vous le dire. Eh bien écoutez, s'il faut prendre des décisions dans les quelques mois pour qu'il y ait plus de lits en réanimation Val d'Oise, pas de problème, eh ben je vais le faire. Donc vous allez poser la question, en fait, voilà. Merci beaucoup de poser la question. Autre question que les auditeurs aimeraient que vous posiez, c'est le port du masque. Effectivement, on voit que dans certains pays d'Asie, on n'est pas du tout à la crise Covid comme en France. Mais le port du masque est obligatoire tout le temps et partout, qu'on fasse du sport, du vélo, de la marche à pied ou qu'on rentre dans un commerce.
Qu'en pensez-vous, monsieur le député David Corsiero? Est-ce que vous pourriez poser cette question également au gouvernement? Telle est la question des auditeurs. Oui, je pourrais la poser. Après, voilà, vous savez très bien que quand vous regardez ce qui se passe au Japon, eux, c'est culturel le masque, c'est habituel, ça fait des années que c'est comme ça. Nous, les Français, on a le sourire en nous, donc c'est plus compliqué d'avoir le masque. Alors, quand on voit aujourd'hui, quand on va dans les écoles, quand on voit les enseignants avec des masques, je pense aussi aux malentendants, à tous ceux qui ont un handicap, c'est très compliqué d'avoir le masque. C'est pas dans nos habitudes, c'est pas dans nos gènes, et oui, je pense que c'est un vrai souci. Mais c'est peut-être une habitude à prendre. Malheureusement, je pense que ça va. Malheureusement. Et ça, c'est plus compliqué. En tout cas, merci à vous de poser la question. Allez, on change de sujet, pas tout à fait. Je vais poursuivre avec des choses très pratiques. C'est-à-dire que si vous vous demandez si vous êtes positif ou négatif au virus, ou si vous voulez faire un test de dépistage du Covid, ou bien si simplement vous recherchez des informations sur les centres Covid, eh bien faites le 0893 045 600. Et puis bonne nouvelle, un centre de dépistage Covid vient de s'ouvrir à Enghien-les-Bains à l'initiative de la pharmacie Biton. Il se situe à l'arrière de cette pharmacie dans ce qu'on appelle le village, et vous avez le résultat en 15 minutes. Un autre centre de dépistage va s'ouvrir à la gare d'Enghien-les-Bains la semaine prochaine à l'initiative de la région Île-de-France et de la mairie, bien sûr. Et puis, afin de désengorger les hôpitaux, le docteur Michel Beau de Deuil-la-Barre est à l'initiative de l'ouverture du centre territorial ambulatoire Covid-19, le 4e en Val d'Oise, après celui de Pontoise, Taverny et Beaumont-sur-Oise. L'objectif, c'est renforcer la complémentarité entre les professionnels de santé et puis éviter la saturation des hôpitaux et d'aller en fait à l'hôpital. Alors ce centre, il est installé au C2I, au 35 rue Abel Fauveau, et il sera doté de 3 salles. Les infirmières sont chargées de recevoir les patients, puis de les orienter vers un médecin, et ensuite, après un entretien, une consultation, les infirmières reprennent la main et définiront le protocole de soins et de sortie des patients. Autre sujet du jour, c'est le sujet annoncé par le président de la République hier. C'est les forces de sécurité aux frontières de la France qui vont être doublées en raison de l'intensification de la mesure de menace terroriste. Et pour lutter contre l'immigration clandestine, a donc annoncé Emmanuel Macron en déplacement dans le sud-ouest à Pertuis en France, car c'est une des zones où le plan Sentinelle a du mal à fonctionner, vu qu'il passe entre 3 000 à 7 000 hommes de manière bien sûr non réglementaire. Et ceci fait suite à l'attaque contre la basilique Notre-Dame de Nice et puis les 3 attaques terroristes en France où les assaillants venaient du Pakistan, de Tchétchénie et de Tunisie. Alors je suppose que ça aussi, ça vous fait réagir, Sébastien Meurant, d'autant que vous êtes vous occupez de cette commission au niveau du Sénat. La mission Immigration, Asile, Intégration, ou cette mission qui est insincère depuis des années, et où on voit le résultat de non-politique en matière migratoire. Alors là aussi, ça a commencé avant, mais je rappelle que le président a été pendant 4 ans avec M. Hollande, et que l'on continue la même politique de non-gestion de nos frontières. Il faut parler des frontières qui protègent. Alors moi, je suis ravi d'entendre de ce que peut dire le président, de parler de souveraineté maintenant et de frontières. Simplement, à ce jour, les Français savent que on peut rentrer à Lampedusa au mois d'octobre, remonter en France et commettre un attentat. Et pourtant, la frontière par Menton et par Vintimille est quelque chose d'extrêmement facile à garder. Si dans l'histoire, je citais hier en commission que quelques centaines de Français avaient repoussé des dizaines de milliers d'Italiens en 40. Et pour connaître la géographie, c'est effectivement facile à garder, et on ne la garde pas parce qu'on s'en remet à Schengen, Schengen est une passoire. Il suffit d'écouter les personnes qui sont en charge d'appliquer ces traités. Et donc renforcer les frontières, c'est une nécessité première, je dirais, parce que là nous sommes vraiment en guerre. Et le président de la République a un discours, le ministre de l'Intérieur aussi a un discours, j'attends des actes tout simplement. Il faut savoir que pour avoir passé hier donc, en commission donc la mission donc Asile, Immigration, Intégration, là nous avons des budgets du projet de relance qui se trouve sur cette mission-là. On se demande si la relance vient abonder cette mission sur l'immigration. On n'a jamais été aussi faible en termes d'exécution des décisions de justice pour le retour dans leur pays des personnes qui sont déboutées du droit d'asile.
puisqu'on est en dessous de 8% d'exécution de décisions de justice pour accompagner, là c'était les personnes qui n'ont pas le droit d'être, donc qui ne respectent pas la loi française d'hospitalité, et on a un détournement de toutes nos procédures du droit d'asile, et là aussi, et là ce n'est pas aussi que la responsabilité de ce gouvernement, l'État ne connaît même pas le nombre de personnes en situation irrégulière sur le territoire. Et je ressors toujours, et c'est un député que vous connaissez, M. Kokendo, Rodrigue Kokendo, député En Marche, qui a fait en 2018 avec un député LR, François Cordu-Gentil, une étude sur le 93. On a parlé du 93. Et dans cette étude, là donc c'est une étude de deux parlementaires qui sont chargés d'essayer de comprendre comment ça fonctionne sur un département spécifique, le 93. Dans cette étude, l'État ne sait même pas combien il y a de clandestins, et on parle de 60 000, 150 000, voire 400 000 personnes. Ce sont les services de l'État. Donc l'État ne sait pas, dans le 93, combien il y a de clandestins. Donc évidemment, au niveau de la France, vous pouvez imaginer ce que ça peut donner, même si le 93 est une porte d'entrée, comme le 95 de l'immigration irrégulière. Et sur quelque chose qui concerne les départements, puisque nous sommes dans le Val d'Oise, vous avez un budget concernant les mineurs dits isolés, 10 mineurs dits isolés, qui sont en fait le fruit, malheureusement, des trafics d'êtres humains. Le ministre de la Justice parle de 16 670 mineurs isolés en France. Et l'ADF, le département de France, l'association de département de France, qui finance donc des services pour les mineurs isolés, parle de 40 000. Donc on a un rapport de 1 à 3 entre la justice et ceux qui sont sur le terrain. C'est vous dire l'écart colossal. Et pour le Val d'Oise, en 2011, le coût financier, puisqu'on parle de finances qui est en fait jamais que la traduction réelle, concrète de ce qui se passe sur le terrain, le Val d'Oise, donc ça chez nous, dans le Val d'Oise, il y avait moins de 4 millions en 2011 de coûts pour le Val d'Oise pour les mineurs isolés, et en 2020, on est passé à 44 millions, fois 10 en 10 ans. Donc c'est la preuve que, évidemment, les filières d'immigration continuent à prospérer, et c'est absolument scandaleux, car en fait c'est du trafic d'êtres humains qui rapporte de l'argent à des criminels. Et vous voyez, puisque vous êtes dans le Paris 93, à Saint-Denis, les bidonvilles de pauvres personnes qui vivent dehors, parce que quoi que fasse l'effort, évidemment, c'est tonneau d'Énaïde, puisqu'il faut savoir que lorsqu'on arrive en France, eh bien, la location de demandeur d'asile, la DA, représente 424 €, et vous imaginez bien que pour quelqu'un qui vient au Mali, c'est une somme colossale. Donc là, on vit une crise sanitaire, mais on vit une crise sécuritaire majeure, et le président de la République a pris des bons discours, a fait des bons discours, a fait des bonnes réunions. On attend des actes, parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai danger, tout simplement pour la sécurité des Français, la multiplication des attaques au couteau, la sécurité grandissante en Ile-de-France, dans les métropoles, mais partout, montre qu'il est urgent d'agir. Et j'espère que là, l'intérêt général qu'on fera, on doit laisser rentrer en France ceux qui méritent de rentrer en France, qui respectent nos lois, nos droits. Et là, aujourd'hui, ce n'est pas le cas, malheureusement. Et j'étais surpris hier. Alors, j'ai fait une intervention qui est très politique, dans le sens où les budgets sont le fruit d'une politique, et ça se retrouve dans des chiffres. Et tous ceux qui étaient présents, gauche comprise, ont voté contre ce budget, puisque ce budget est manifestement insincère. Ce n'est pas la première fois. Et donc, on attend, et les parlementaires et donc le responsable, le rapporteur général de cette mission immigration attend des actes. Et j'attends effectivement des actes cohérents. Donc, on ne peut pas laisser revenir des djihadistes, j'espère qu'on sera d'accord, monsieur le député, sur le théâtre de Syrie, de Turquie, et en même temps déplorer que nous ayons des actes criminels sur notre territoire. On ne peut pas, et là j'ai apprécié aussi le discours du président de la République par rapport à la Turquie. Je suis choqué quand le président français est insulté et dont son effigie est brûlée. C'est la France qu'on insulte. Et là, j'ai écrit pour féliciter le président français de ses prises de position orales vis-à-vis du président turc Erdogan, qui est un islamiste. Mais par contre, j'attends des actes, j'attends des centaines d'imams turcs qui appellent à la haine de la France, à la haine de ce que nous sommes. J'attends les expulsions, j'attends les fermetures de mosquées, j'attends une prise de position de l'Europe, et on a pu voir que l'Europe est très frileuse par rapport à le président turc Erdogan. Et là,
Pensons la France à 5, 10, 20 ans, pensons l'Europe à 5, 10, 20 ans. Cette question, elle est essentielle. Et là, est-ce qu'on peut agir sans l'Europe? C'est bien ça la question également. On peut toujours agir sans l'Europe si on veut refermer les... On va poser la même question donc au monsieur le député David Corsiero. Donc notre président a annoncé hier renforcer le plan Sentinelle et donc l'armée passerait de 3 000 à 7 000 hommes pour lutter justement contre l'invasion, si je puis dire, des gens des migrants, quoi. Alors permettez-moi juste avant d'avoir une petite pensée pour les forces de l'ordre, les enseignants et les proches des victimes, compte tenu de ce qui s'est passé dernièrement. Avant de vous répondre, je pensais que c'était important d'avoir une petite pensée. Vous pensez aux attaques de terroristes et à tous les blessés et tués. Comme vous venez de le dire, il y a Sentinelle qui passe de 3 000 à 7 000. Il y a un doublement des forces de police qui a été aussi mis en place. Je suis heureux de voir que, je vous rejoins, monsieur le sénateur, le renforcement des frontières, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc sur ça, il n'y aura pas de débat. Par contre, comme vous le savez, il y a une loi du séparatiste qui arrive. J'espère qu'on aura l'occasion, au contraire, de se soutenir, peut-être de l'amender en ce moment-là. Et je pense qu'on essaye de répondre, mais tout arrive en même temps. Et là, en même temps, c'est aussi compliqué. Maintenant, sur plein de sujets, je vous dis, monsieur le sénateur, je suis d'accord avec vous. Je vois que vous êtes d'accord avec les discours du président. Je suis plutôt très heureux de ça. Alors la question, c'est aussi, notamment pour le Val d'Oise, le problème des mineurs isolés, où certains ou beaucoup se font passer pour mineurs, ne le sont pas. Est-ce que là aussi, vous pensez qu'on aura les moyens de lutter contre ça? Mais ça, c'est une vraie question, parce qu'aujourd'hui, les mineurs isolés, même quand on voit, même quand on les contrôle, on ne sait pas quel âge ils n'ont pas de papier, ils nous disent qu'ils sont tous sans arrêt mineurs. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire des tests sur les os, par exemple, où là, c'est quand même assez fiable actuellement? C'est une solution qui est envisagée, mais aujourd'hui, moi, je ne suis pas, pour être honnête avec vous, ce n'est pas un de mes sujets aujourd'hui sur lequel j'ai travaillé dessus. Donc, je vous répondrai qu'aujourd'hui, moi, je suis favorable à pouvoir avancer sur le sujet. Je pense qu'il faut encore étudier la question, mais aujourd'hui, il n'y a pas de réponse compliqué. encore. Non, parce qu'on parle de mineurs, malgré tout. Enfin, 10 mineurs. Voilà. 10 mineurs d'isolés. Vous imaginez bien qu'à 16 ans ou à mineurs, on ne part pas comme ça du Mali, on ne traverse pas la Méditerranée comme ça. Donc ils sont pris dans des filières, et des filières qui sont financées par des criminels. Et vous savez aussi que c'est un moyen de détournement de nos droits d'asile, puisqu'en 2018, on a élargi la possibilité de regroupement familial à la parentèle des mineurs. Donc envoyer un mineur ou 10 mineurs en France permet de faire venir la parentèle. Et la question de la famille, évidemment, n'est pas la même en France qu'au Mali ou dans des cultures africaines où la polygamie est répandue. Donc ce qui est intéressant, c'est que comment prouver la minorité? Les estimations expliquent qu'entre 40 et 70% ce sont des faux mineurs. Et là, aujourd'hui, les tests osseux qui coûtent de l'argent, qui ne sont pas a priori d'une fiabilité, mais entre 18 ans et 25 ans, comme l'assassin pakistanais, on ne peut pas se tromper. Simplement, c'est que la justice, parfois, refuse le test. Et dans le Val d'Oise, on a eu, donc, suite justement à cette crise, cet assassinat, il y a eu la justice dans le Val d'Oise, au tribunal de Pontoise, qui a refusé le test osseux. Donc on a une question législative, et là-dessus, moi, tout ce qui va dans ce bon sens, évidemment, je vote. Je ne suis pas dans une logique idéologique partisane, je suis dans une logique, et je reconnais bien volontiers, et si cette loi sur le séparatisme, il y a des choses qui vont dans le bon sens, et bien je la voterai dès demain, parce qu'il y a vraiment urgence. Et là, on parle de l'intérêt supérieur du pays, on ne parle pas de politique politicienne, il n'y a rien d'autre. Merci beaucoup pour ces commentaires. On a bien compris qu'il y avait encore du travail sur ce sujet. Donc, on y reviendra. Alors maintenant, continuons à parler du Val d'Oise, si vous voulez bien, messieurs notamment. C'est une bonne nouvelle. Le département du Val d'Oise va participer au financement des études préliminaires pour l'arrêt de la ligne H dans le futur hub de Saint-Denis-Pleyel. Enfin, une première étape concrète dans la réalisation de ce projet d'interconnexion qui devrait interconnecter avec la ligne 14, la ligne 16, la ligne 15 et la ligne 17 du Grand Paris Express, un investissement de 250 millions d'euros et les études préliminaires seront menées d'ici 2021. L'objectif est de débuter les travaux en 2026 pour une livraison en 2030. On a bien cru que cette interconnexion allait nous échapper. Qu'en pensez-vous ?
Qui commence? Allez, monsieur le député. Écoutez, moi, en tant qu'ancien Vénusien, je peux que me réjouir. Ou moins me réjouir, c'est le délai. Sincèrement, c'est hyper long. Puis, voilà, mais bon, quand on a une bonne nouvelle, il faut la prendre dans ses temps qui courent. Voilà, je ne veux pas vous en dire, je peux en dire plus, mais voilà, pour moi, je trouve que 2030 est très loin. On sait très bien que d'ici là, il peut se passer plein de choses. Donc voilà, moi j'aime les bonnes nouvelles concrètes, comme celle qu'on a apportée au groupe de La Roche. Voilà, ça pour moi c'est une bonne nouvelle concrète. On va l'annoncer tout de suite. Monsieur le les sénateur. Transports, on sait que le Val d'Oise n'est pas dans le Grand Paris des transports, et à part sur la ligne 17, et cet arrêt, donc, qui n'est pas dans le Val d'Oise, mais effectivement une très très bonne nouvelle pour les 400 000 franciliens qui prennent la ligne H, enfin val-d'oisiens qui prennent la ligne H, et cet arrêt permettra de gagner du temps, et ça c'est le progrès. Là, c'est le progrès. Donc c'était une bonne chose. De la même façon, il a fallu se battre pour ça, et donc là, toutes les forces politiques se sont battues pour ça. Par contre, sur la ligne 17, vous avez cité, j'ai le plus grand doute sur la réalisation de cette ligne 17, dans la mesure où elle devait desservir la seule gare sur les 68 qui se trouvait dans le Val d'Oise à Gonesse, et le gros projet d'investissement privé de 3 milliards d'euros donc, qui devait irriguer le triangle de Gonesse, a été condamné par malheureusement le président de la République. Et aujourd'hui, personne ne peut penser, et là pour avoir travaillé sur ce dossier, personne ne peut penser que la ligne 17 se fera jusqu'au Méline-Amelot et que la gare de Gonesse se fera s'il n'y a rien. S'il n'y a pas de projet économique. S'il n'y a pas de projet économique. Ben Voilà. Bien sûr, et là, on continue à faire semblant, et là où c'est grave, parce qu'on dupe les Français et on dupe les Français. Donc vous pensez que la ligne 17 ne verra jamais le jour? Qu'elle peut aller jusqu'au Bourget, j'ai de grosses craintes qu'elle n'aille pas plus loin. Et les Valdoisiens payent dans la taxe spéciale d'équipement sur leurs impôts. C'est une taxe affectée, ça veut dire quelque chose. Et effectivement, sur le territoire, il risque de ne pas avoir grand-chose. Donc l'arrêt à Saint-Denis-Pleyel est effectivement quelque chose de nécessaire, d'utile. Ça permettra de basculer sur Roissy d'un côté, sur la Défense de l'autre côté, et d'éviter d'aller sur Paris, sur la gare du Nord, qui est effectivement une gare engorgée. Et là, bien on sûr, va se rejoindre là-dessus. Les interactions sociales, la propagation du virus. Moi, je prends le RER B et D à la gare du Nord. Vous voyez le monde qu'il y a. Je suis d'accord avec vous. Voilà, donc on reviendra également un petit peu plus tard sur ce sujet. Autre bonne nouvelle, c'est l'entreprise La Roche, une entreprise valdoisienne de 500 personnes, qui est parmi les lauréats des fonds de soutien à la modernisation des filières automobiles et aéronautiques. L'entreprise La Roche, elle, est plutôt dans l'aéronautique. Et ça, c'est dans le cadre, bien sûr, du plan de relance dont je vous parle régulièrement. C'est Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances et de la relance, qui a lancé un appel à projets pour soutenir la modernisation et la diversification de ces filières automobiles et aéronautiques. Et donc l'entreprise La Roche, basée à Andilly, est parmi les 110 lauréats, et elle a été choisie pour bénéficier d'un fonds de soutien de 800 000 € grâce à son projet consistant à créer un atelier 4.0 dédié à l'usinage de pièces, bien sûr, aéronautiques. Alors là, monsieur Corsiero, monsieur le député, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment se passe la distribution, j'allais dire, de ces fonds? Alors, c'est un fonds qui sera doté de 600 millions. Aujourd'hui, c'est le premier jet sur le concours. Il y avait 110 candidats, il y a 55 qui ont été récompensés. Moi, je suis heureux pour le Val d'Oise, je suis heureux pour La Roche, je suis heureux de participer à ce fait que c'est une entreprise valdoisienne qui va pouvoir continuer à exister, qui va totalement se moderniser. J'espère qu'elle va créer des emplois. Voilà, c'est un fonds qui a pour but de soutenir des entreprises qui se développent en 4.0 tout simplement, aéronautique comme vous l'avez dit, ou automobile. Voilà, donc maintenant j'espère qu'il y aura bien d'autres bonnes nouvelles à venir. Il faut savoir qu'il suffit juste d'y concourir, comme aujourd'hui il existe un concours si vous êtes une entreprise et que vous voulez vous développer en click and collect, comme il existe aujourd'hui le plan de relance qui est proposé à tous les maires, et je leur fais encore une nouvelle fois un appel à tous les maires qui sont sur la circonscription ou du Val d'Oise. Il faut à tout prix déposer des projets. Moi, je me fais le VRP, si vous voulez, de ces projets-là. C'est une manière de vous dire, moi, quand je suis en discussion et qu'il y a des projets qui sont sur ma circonscription, qui sont du Val d'Oise, je les défends tous. Donc, on fait un appel aux entreprises, à tous les porteurs de projets, à la limite de venir vous voir et de vous demander, si besoin, bien sûr, de soutenir leurs projets. C'est bien ça. Comme je vous l'ai dit, ma porte est ouverte à tout le monde. Ils peuvent venir. Vous savez, aujourd'hui, on effectue des démarches pour des petits commerçants qui ne savaient pas comment avoir leurs aides. On le fait, on leur explique. On est là pour ça. Et au contraire, moi, la réussite du Val d'Oise, c'est aussi ma réussite.
Bien sûr. Dernière info du jour, après l'aéromobile que nous avions découvert en 2017, son inventeur Stéphane Klein a lancé un nouveau projet avec Aircar, un modèle biplace de voiture volante. En 18 mois, lui et son équipe ont conçu un prototype qui vient d'effectuer son premier vol inaugural. La cinématique de déploiement des ailes est différente de l'aéromobile. Au lieu d'un système horizontal à ciseaux, l'aileron est intégré dans la carrosserie. Il commence par reculer pour permettre aux ailes rangées en position parallèle et au cockpit de se redresser à la verticale avant de basculer de part et d'autre. Selon Klein Vision, donc l'entreprise qui porte le projet, il ne faut que 3 minutes pour passer du mode auto au mode avion. Le système de propulsion reste semblable à l'aéromobile. Voilà, et le prix est inconnu, mais on sait que le premier avion volant, enfin la voiture volante, si je puis dire, était entre 1,5 autour d'1,5 million d'euros et c'est développé par une société slovaque. Ça vous fait sourire, Sébastien Meurant? C'est James Bond, la disparition Voilà. de Sean Connery, je me dis, c'est un petit clin d'œil à Sean Connery. Pour le groupe La Roche, c'est aussi un groupe qui a une usine à Saint-Leu-la-Forêt. Et c'est un groupe qui a bénéficié, et ça c'est extrêmement important, de la relance, notamment de la filière militaire française et du Rafale. Et là aussi, je salue le renforcement de nos capacités aéronautiques dans un monde de plus en plus dangereux. Évidemment, ça passe par soutenir l'industrie de défense française qui irrigue en fait l'économie. Parce que quand on fait de la recherche sur l'aéronautique de défense, eh bien, il y a évidemment des retombées sur l'économie civile. Donc la voiture mobile, volante, pourquoi pas. Bon, c'est slovaque, vous avez dit. C'est slovaque et on l'avait vu. Ils étaient venus au dernier Vivatech. Voilà pourquoi j'en parle, parce qu'ils étaient Vivatech, c'est le salon français et mondial maintenant de l'innovation. Donc voilà pourquoi j'en parle. Aujourd'hui, au bar de l'économie, nous parlons confinement, Val d'Oise, commerce, transport, sécurité. Et pour cela, je suis accompagnée de Sébastien Meurant, sénateur du Val d'Oise, de David Corsiero, le tout nouveau député de la 6e circonscription du Val d'Oise, et de Caroline Provenchère, qui dirige la société Antiguep. Alors, avant que l'on donne la parole à Caroline Provenchère, David Corsiero, j'avais envie qu'on fasse un petit peu plus connaissance avec vous, puisque vous êtes le tout nouveau député de la 6e circonscription. Ça fait combien de temps que vous faites de la politique et pourquoi êtes-vous entré en politique? Et puis, dernière question, quels sont les sujets, hormis ceux dont on a parlé auparavant, qui vous tiennent à cœur en ce moment? Alors, je ne sais pas si je vais avoir le temps de tout vous expliquer, mais en tout cas, je vais vous raconter une petite histoire qui est mon histoire. En tout cas, j'ai eu la chance dans ma scolarité d'avoir un enseignant qui est devenu maire de Saint-Denis, président d'agglomération et qui est devenu très très proche de mes grands-parents. Donc c'est Patrick Brauzet qui m'a porté, qui m'a donné envie. Et quand je suis arrivé à Soisy, je me suis dit, voilà, c'est ici que j'ai envie. C'est ici que j'ai envie de faire la politique. Et c'est aussi parce que je pense qu'il y a un moment où, quand dans sa vie professionnelle, on a travaillé, on a réussi à faire des choses, on doit aussi se lancer des nouveaux challenges. Donc c'est comme ça que je suis arrivé à la politique locale, vraiment locale. Et après, voilà, avec le fait d'avoir soutenu le président de la République en 2017, parce que effectivement, comme l'a rappelé M. le sénateur plusieurs fois, je ne fais pas partie du groupe La République En Marche, mais je suis adhérent de La République En Marche, même si je suis au groupe MODEF à l'Assemblée nationale. Je suis l'un des fondateurs sur Val-d'Oise d'En Marche, sur lequel on a vécu une très belle aventure. C'est comme ça que j'ai eu la chance et le plaisir de rencontrer Madame Elimas, sur lequel moi je tiens à lui dire que je suis très heureux pour elle qu'elle ait aujourd'hui ce ministère. Sur lequel on a travaillé ensemble main dans la main, parce que l'élection d'un suppléant, ce n'est pas une élection sur laquelle le titulaire et le suppléant ne se voient plus. Au contraire, nous, on a continué à travailler ensemble en circonscription sur les dossiers de la circonscription. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, comme elle est devenue secrétaire d'État, moi j'ai la chance de pouvoir la remplacer et de garder la. Oui, ce qui est exceptionnel, il faut le dire. Et c'est pour ça que je vous l'ai dit au début de l'entretien, je suis conscient de cette chance. Je suis conscient que je suis là aussi que pour 18 mois. Et c'est pour ça que je vous dis, ma tâche est longue et j'y mets beaucoup de cœur. Et puis, il y a beaucoup de sujets, comme je l'ai dit également. Alors justement, quels sont les autres sujets qui vous tiennent à cœur en ce moment? Je sais qu'il y a le T4, le vote peut-être dès l'âge de 16 ans, le Val d'Oise bien sûr, les écoles. Alors, quand on parle du T4, effectivement, tout le monde le sait qu'il y a un gros sujet sur le T4 avec ce développement du quatrième aérogare qui devrait se faire ou pas. Bon, aujourd'hui, avec la crise, voilà, il y a
il y a un vrai débat. Comme je vous l'ai dit depuis le début, moi j'ai pris à cœur de rencontrer toutes les associations dès le début. Le problème, c'est que je ne peux pas vous en dire plus parce que nous sommes en pleine discussion avec les ministres concernés. On essaye de faire bouger les lignes, on essaye de faire entendre aussi le discours des Wallaziens. Et je pense que sur ça, tout le monde sera d'accord avec nous. Aujourd'hui, le confinement a amené vraiment à se poser la vraie question de l'utilité du T4 en soi, parce qu'aujourd'hui, les nuisances aériennes font en sorte que on a une vraie conscience écologique qui s'est développée. Et je vous parle avec mon âme et ma conscience, puisque j'ai participé dernièrement à la campagne des municipales juste à côté. Et voilà, et c'est un sujet d'actualité sur lequel on revient, on nous en parle, et ce n'est pas que certaines villes, c'est tout le Val d'Oise. Alors, est-ce que vous pouvez apporter quelques réponses sur le projet de vote à 16 ans? Est-ce que vous pensez qu'un jour, ça a des chances? Le projet de vote à 16 ans, il faut juste... pourquoi moi je veux vous parler de ce projet de loi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il n'y a que les oppositions qui n'en parlent. Donc c'est un sujet qui appartient à tout le monde. Et puis comme monsieur le sénateur va confirmer, on est le département le plus jeune de France, c'est bien Val d'Oise. Donc s'il y a bien un département qui doit s'emparer du sujet, je pense que c'est le nôtre, parce qu'on est concerné nouvellement. Je me souviens d'un grand débat dans une ville juste à côté qui avait réuni plus de 60 jeunes lors du grand débat, et ces jeunes-là, ils imitaient du cœur. Aujourd'hui, voilà, je pense qu'aujourd'hui, la dernière réforme sur le droit de vote, elle date de Valéry Giscard d'Estaing. Je pense que le monde a changé entre-temps. Je pense que les jeunes ont changé aussi entre-temps. Et je pense qu'aujourd'hui, on a suffisamment de recul sur les CMJ qui sont là depuis longtemps, le conseil municipal des jeunes, où on demande à des jeunes de mettre en place des actions dans leur vie. Je pense que c'est un sujet sur lequel on peut s'appuyer sur eux. Et puis je pense que c'est aussi une bonne manière de revoir la politique locale des villes, parce qu'aujourd'hui, je pense que localement, on ne s'adresse pas assez aux jeunes. Et je pense que c'est un bon point pour faire venir les jeunes dans les urnes. Pas qu'au bulletin de vote, il faut aussi que les jeunes s'emparent des sujets nationaux. Il faut que les jeunes aussi... Aujourd'hui, on peut conduire à 16 ans. Aujourd'hui, on peut signer une pétition à 16 ans. On peut faire plein de choses à 16 ans. Pourquoi on ne pourrait pas les voter? Je sais pas, je veux juste ouvrir le débat. Je pense que ça peut être un bon débat positif pour tout le monde. Merci beaucoup en tout cas d'être venu ce matin et de nous présenter tous ces sujets. Si vous voulez bien, on va passer la parole tout de suite à Caroline Provenchère. Alors, vous dirigez la société Anti-Guêpes Nuisibles, à qui on peut faire appel dans tout le département du Val d'Oise et dans un rayon de 25 km autour du Val d'Oise. Donc ça fait une grosse, bien sûr, un gros rayonnement. C'est rare d'avoir une femme qui grimpe sur les échelles et qui va détruire les nids de guêpes et de frelons. Est-ce que c'est pas très dangereux? Est-ce que c'est facile comme métier, Caroline Provenchère? Je pense qu'à partir du moment où on s'en sent capable, on peut le faire. Après, voilà, il y a des formations, il y a plein de choses qui nous permettent de nous mettre en sécurité aussi. Et après, d'être une femme, c'est vrai que c'est rare. Malheureusement, des fois, c'est sûr que je rencontre des machos qui ne sont pas forcément d'accord sur le fait, mais après, c'est pas grave. Alors, on n'a pas eu un hiver très rigoureux cette année. Est-ce que vous confirmez le fait que les guêpes et les frelons, dans le département en particulier du Val d'Oise, ont bien niché? Oui, nous on a vu, pour notre société en tout cas, une explosion des demandes, 4 à 5 fois plus par rapport à l'année dernière. On a terminé la saison mi-janvier, fin janvier. On a repris très tôt en mars. C'est vrai qu'on n'a plus de saison. Le réchauffement climatique aide à la prolifération malheureusement. Et en plus, on a eu cet été un été particulièrement sec qui a encore permis de se développer. Donc on fait des nids qui sont énormes, des nids hors normes même, on va dire, alors que la saison malheureusement n'est pas encore terminée. Combien ça pèse un nid hors norme, comme vous dites? Plusieurs kilos, on ne dirait pas, mais même si c'est un peu comme du papier mâché, avec le poids des larves, etc., mine de rien, plusieurs kilos. Ouais. Et donc, vous utilisez des poudres, un explosant, vous faites exploser des poudres, j'imagine, pour endormir
les insectes. On a un matériel qui s'appelle une poudreuse, en fait, qui qu'on utilise avec de l'air comprimé qui injecte justement de la poudre. Après, on a différents matériaux où on peut utiliser donc la perche, on utilise directement donc la poudreuse au niveau du nid. Après, il y a certaines personnes qui utilisent le paintball, mais malheureusement le paintball pollue énormément parce que les billes explosent et pas forcément dans le nid, donc après ça crée de la pollution. On utilise quand même des insecticides. Nous, pour notre part, on est charté par la Fredon, un organisme qui fait attention justement aux bonnes pratiques et à l'environnement. Donc du coup, voilà, on doit utiliser certains produits et pas d'autres. Et il y a des produits même qui vont être retirés incessamment sous peu du marché. Alors, il y a plusieurs types de frelons, notamment par exemple aux États-Unis, ils ont trouvé un frelon qui fait 5 cm de longueur. Est-ce qu'en France, on les voit, ces frelons-là également? On ne les voit pas encore, mais malheureusement, ils arriveront d'ici quelques années. C'est comme pour le frelon asiatique qu'on a actuellement, qui est le plus gros, l'un des plus gros, les plus dangereux parce qu'il tue nos abeilles. On ne l'avait pas il y a quelques années et malheureusement, avec la mondialisation, après, voilà, les transports de marchandises, on les a vus arriver en 2013 et réellement s'implanter en 2014. Et là, depuis 2-3 ans, c'est l'explosion au niveau des interventions pour les frelons asiatiques. Alors Caroline Provenchère, vous dirigez la société Anti-Guêpes Nuisibles. Quelles sont les plus grosses demandes que vous avez? Parce qu'il n'y a pas que les guêpes et les frelons, j'imagine. Quels sont les autres nuisibles, entre guillemets, qu'on estime en tout cas nuisibles, pour lesquels on fait appel à vous? Alors on a tout d'abord les rongeurs qui sont, contrairement aux hyménoptères, on peut les avoir toute l'année. On a ensuite donc les blattes, malheureusement c'est pareil, c'est pas saisonnier. On a les punaises de lit, mais j'avoue que cette année on a un petit peu moins de demandes. Je pense qu'il y a quand même beaucoup moins de personnes qui sont parties en vacances, on le voit. Et puis de toute manière, malheureusement avec le confinement, on ne peut pas les traiter parce que les personnes doivent sortir de leur logement. Mais cause du confinement, ce n'est pas possible. Et donc là, comment ça se passe sinon pour détruire des punaises de lit? Vous passez un produit, vous soufflez quelque chose? C'est ça. Alors en fait, on a un traitement tout d'abord à la vapeur, parce que tout ce qui va être textile, tout ce qui va être en contact directement avec la peau de la personne, donc les lits par exemple, le matelas, donc ne peut pas recevoir donc, de l'insecticide. Donc on a un traitement d'abord à la vapeur. Ensuite, pour tout le reste, on va avoir un traitement donc, liquide à l'insecticide ou par gaz, par nébulisation, tout dépend de la méthode de l'infestation. En règle générale, on finit avec une fumigation, la mise en place d'un fumigène, et après on a la mise en place de pièges pour réaliser un contrôle, voir si l'infestation revient ou pas. Voilà. Et donc, quand vous dites qu'il faut sortir de chez soi après avoir traité par exemple les punaises de lit, pendant combien de temps faut-il sortir de chez soi? Déjà le temps du traitement, donc ça va dépendre bien entendu de la surface à traiter, et ensuite minimum 4 heures. Il faut laisser agir le traitement minimum 4 heures. Alors, pour la plupart des produits, des fois il faut plus de temps bien sûr. Et ensuite, il faut minimum aérer pendant 2 heures. Mais quand on dit aérer, c'est pareil, il ne faut pas rester sur place. On ouvre les fenêtres et après, les occupants peuvent revenir normalement dans le logement. Voilà, donc alors on a dit les guêpes, les frelons, les punaises de lit. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Les rats et les souris, c'est ça? Les chenilles processionnaires du chêne et du sapin, qui sont aussi des problèmes sanitaires assez importants. On a aussi les pigeons, parce que malheureusement les excréments de pigeons, ça détruit beaucoup de choses, on ne croit pas, mais... là aussi, on peut faire appel à vous, mais alors donc ça veut dire qu'il n'y a pas que les particuliers qui peuvent faire appel à vous, les communes aussi, parce que les pigeons, c'est plutôt du ressort des communes, j'imagine. Pas forcément, des fois de sociétés aussi, parce que dans des entrepôts, malheureusement, les pigeons viennent se nicher et malheureusement font leurs excréments sur la marchandise. Donc du coup, j'ai les particuliers, les professionnels ou aussi bien les communes qui peuvent faire appel à moi. Alors, en cette période de confinement, comment se porte votre activité? Comment vous faites-vous? Alors, au niveau des hyménoptères, comme je le disais, on a eu beaucoup de demandes. Au niveau du reste, malheureusement, la crise économique dit, tout le monde n'a plus les moyens forcément de financer quand ils ont un problème de rongeurs, de blattes, des hyménoptères. Il y a beaucoup de communes qui ont commencé, ou communautés de communes,
qui ont commencé à prendre en charge les interventions pour les nids de frelons asiatiques. Il y en a beaucoup qui ne sont pas au courant, beaucoup n'ont pas l'automatisme d'appeler leur commune par rapport à ça. Et donc c'est un conseil que vous voulez passer, oui, finalement, de toujours se renseigner auprès des communes, mais ça pour n'importe quel, si vous avez besoin d'un plombier ou autre, parce que malheureusement il y a toujours des sociétés qui sont malveillantes. Je passe souvent derrière des sociétés avec des devis aberrants, avec des traitements qui sont incohérents et qui sont efficaces. La première chose qu'il faut faire, c'est appeler sa commune. Nos communes travaillent avec diverses entreprises et au moins c'est une source de fiabilité, en fait, de sécurité, parce que si la commune travaille avec, c'est que elle a quand même un minimum de confiance et qu'on évitera les arnaques, parce qu'il y a énormément d'arnaques. Énormément d'arnaques, c'est ça que vous voulez dire. Et du coup, c'est pour ça que vous avez développé un label. Vous l'avez dit quand vous avez présenté la société. Vous avez un label parce que vous avez une formation spécifique. C'est ça. Alors déjà, tout désinsectiseur est censé avoir le certibiocide pour pouvoir utiliser les produits, mais aussi pouvoir les acheter. On a aussi la partie certifito, donc ça concerne par exemple les chenilles processionnaires. On est censé connaître un minimum les végétaux, les maladies. Enfin voilà, on ne peut pas faire n'importe quoi. Le certifito concerne donc la limitation justement des produits chimiques pour l'écologie. Donc nous, on a les deux, certibiocide et certifito. Et ensuite, on s'est engagé auprès donc, de la Fredon, qui est une association un peu, on travaille avec les apiculteurs et tous les désinsectiseurs pour justement limiter l'impact des biocides sur l'environnement. Merci beaucoup Caroline Provenchère. On va passer la parole à David Corsero. Moi, je suis très heureux de voir une femme qui exerce un métier d'homme, parce que je pense qu'aujourd'hui, 2020, ça n'existe plus. Il n'y a plus métier d'homme et plus métier de femme. Donc voilà, je suis très heureux en tout cas. Et j'ai juste une petite question, parce que je pense que ça peut intéresser nos auditeurs. C'est quoi le coût moyen de l'intervention? Parce que vraiment, moi je vous l'ai dit, on en a parlé quand on a vu juste avant. Moi j'avais un énorme lit, un nid de frelons que je n'avais jamais vu chez moi, dans une marquise avec des tuiles qui étaient cachées. Et voilà, moi j'ai eu la chance de ne pas avoir à payer, parce que effectivement, c'est des pompiers qui sont intervenus chez moi, mais c'est quoi le coût moyen d'une intervention chez vous? D'autant que les pompiers ne peuvent plus intervenir maintenant, c'est donc les sociétés spécialisées qui le font, comme celle de Caroline Provenchère. Alors, il y a certaines casernes, certains pompiers qui sont encore formés pour le faire. Comme je vous avais expliqué, il y a des fois, pour des cas d'extrême urgence, des personnes qui rentrent de vacances, en fait, le nid est rentré dans leur maison, dans leur voiture, parce que ça se faufile vraiment. Dans la voiture, carrément. Ça se faufile dans la voiture. Moi, il y a 2 ans, je suis revenue de vacances, au bout de 15 jours, j'avais un nid qui s'était fait dans la voiture. Donc voilà, faut être prudent. Dès qu'on n'utilise pas quelque chose pendant un certain laps de temps, les nids se mettent partout, les hyménoptères se mettent vraiment partout. Donc les pompiers peuvent encore intervenir sur des cas d'extrême urgence. Voilà. Sinon, effectivement, et c'est d'ailleurs beaucoup de pompiers qui ont créé leur société maintenant de destruction des hyménoptères, parce que justement, ils ne le faisaient plus dans leur cadre de leur fonction en tant que pompiers. Et après les coûts, ça va dépendre de plein de choses, ça va dépendre de la hauteur, ça va dépendre aussi de la distance par rapport au siège social, donc les frais kilométriques, ça va dépendre du travail qu'il y a à faire. Forcément, un nid qui est en terre, ça ne va pas être le même travail qu'un nid qui est perché à 25 mètres dans un arbre où on n'a pas de visibilité, où ça va être plus compliqué. Donc tout va dépendre du temps. En règle générale, ça commence aux alentours de 90 € pour un nid simple en hauteur, et ça peut monter effectivement jusqu'à des 400, 500 € pour un nid qui va être très compliqué, ou même encore plus haut s'il y a besoin d'une nacelle ou des choses comme ça. Alors quels sont les bons conseils, parce que vous avez commencé à les donner, quels sont les bons conseils qu'on peut donner tant aux entreprises qu'aux particuliers pour tout ce qui est nuisible? Alors il faut faire attention aux pièges artisanaux qu'on voit sur Internet. Malheureusement, des fois, effectivement, ça nous permet de piéger certains hyménoptères et d'être tranquille pendant notre barbecue sur notre terrasse. Mais après, à contre-courant, le fait d'avoir des pièges peut ramener aussi des hyménoptères qui ne seraient pas venus sans ces pièges. Donc il y a des pièges de mauvaise qualité qui ramènent au contraire les insectes. Alors, rien n'est de mauvaise qualité. Après, c'est pareil, c'est selon aussi où on habite. Il y a des fois des pièges avec de la bière qui vont fonctionner, et puis 2 mètres plus loin, ça va pas fonctionner. Ça va vraiment dépendre un peu de l'environnement. C'est surtout que c'est à double tranchant. On peut certes piéger quelques-uns pour être tranquille, mais ça risque aussi de nous ramener plus de monde qu'autre chose qui n'était pas voulu
au départ. Après, là, par exemple, en fin de saison, il faut surtout regarder tout ce qui va être toiture, cheminée et les arbres en hauteur. Surtout que les arbres vont commencer à bien perdre leurs feuilles. Les sapins est très vigilant parce que c'est pareil, ils aiment bien s'installer dans les sapins, les nids de frelons asiatiques. Là, les guêpes, ça y est, avec les premiers coups de froid, il n'y en a pratiquement plus, il y en a voire même plus. Mais les frelons asiatiques sont beaucoup plus costauds. Plus résistants. Beaucoup plus résistants. Et puis on les voit, ils sont cette année très gros. Je pense qu'il se prévoit... Je pense qu'il va y avoir un certain hiver assez rude et là on les voit, tous les nuisibles en règle générale sont plus gros qu'à la normale. Et ça c'est un signe pour vous d'hiver froid. Oui. Donc, après je me tromperais, mais là ils sont quand même très gros, c'est quand même particulier cette année. Et c'est vrai que c'est difficile de repérer un nid de frelons. Alors reparlons du frelon parce que bon, les rats, les souris, ça c'est facile à repérer. Les guêpes aussi c'est difficile à repérer. Comment peut-on faire ? C'est vrai que quand on marche, quand on se promène ou quand on est dans notre jardin, on n'a pas forcément les yeux rivés sur la cime de nos arbres. Donc forcément déjà, on va s'en rendre compte quand les nids sont à hauteur d'homme. Puis des fois, on a le nid dans notre jardin, dans notre toiture ou autre, mais c'est pas nous qui sommes dérangés, malheureusement c'est nos voisins. Parce que nous, on est juste le nid et en fait les voisins, ça va être la source d'alimentation. Voilà, après, il faut être quand même très vigilant quand on se promène, essayer un peu plus de lever la tête, parce que le frelon asiatique, c'est quand même un problème écologique. Il tue nos abeilles, donc malheureusement, sans abeilles, on ne deviendra pas grand-chose. Donc il faut vraiment être vigilant. Et puis j'espère que de plus en plus de communes vont se décider aussi à prendre en charge ce nuisible, plus ou moins important. J'ai des communes qui prennent 50%, d'autres 80%, d'autres complètement à 100%. Mais moins ça aide aussi les personnes, et surtout là en période de crise économique, je vous dis, il y a beaucoup de personnes malheureusement qui ne sont pas au courant des fois de prise en charge, mais qui ne veulent pas traiter parce qu'ils n'ont pas d'argent pour pouvoir le faire. Mais c'est vrai que si on veut essayer de calmer un peu la prolifération, il faut vraiment que tout le monde s'entraide pour tuer ces nuisibles. Alors un bon conseil, donc comme vous l'avez dit, c'est-à-dire je répète, lever les yeux. Et puis quand on n'a pas utilisé un endroit et qu'on ouvre une porte particulière, bien faire attention parce que ça peut se nicher partout. Surtout en fait au beau jour, quand on va commencer à retourner dans son cabanon de jardin pour récupérer sa tondeuse, les premiers barbecues, parce que ça se met aussi dans les barbecues, faut savoir, ça se met vraiment partout. Les cabanons d'enfants, enfin de jeux d'enfants, on regardait sous son toboggan, sous la maison, parce que malheureusement on a beaucoup d'accidents. Au premier beau jour, les enfants sortent et puis dérangent malheureusement la reine qui est sortie. Et quand en plus en début de saison elle est toute seule, donc elle est vraiment très virulente, un accident arrive très vite. J'ai une dame cette année, en allant dans son cabanon de jardin, elle a voulu prendre son casque sur son étagère. En fait la boule du nid s'était fait sous son casque de vélo, donc s'est fait piquer à la main. Et malheureusement, alors il y a beaucoup aussi de choses où soi-disant on se fait piquer une fois et on meurt forcément par rapport au frelon asiatique. Malheureusement, si on ne sait pas qu'on est allergique, effectivement une piqûre peut être mortelle, mais j'ai des personnes sur qui je tombe qui se font piquer 15 fois et qui n'ont rien, enfin des douleurs, voilà, ça fait très mal quand même, bien sûr, très douloureux, oui. Mais en soi, voilà, le frelon asiatique, c'est pas forcément synonyme de mort. Effectivement, voilà, si on ne sait pas qu'on est allergique, ça peut l'être, mais ça reste quand même encore des fois infime. Alors je note que vous parlez surtout du frelon asiatique. Le frelon, on entend, le frelon européen, on le voit moins. Alors, l'intervention, je ne sais pas pourquoi, mais en attendant, oui, on a beaucoup moins d'interventions. Alors, à savoir que le frelon européen, par exemple, va faire son nid dans le tronc de l'arbre, par exemple. Quand vous voyez une boule à l'extérieur, justement accrochée sur une branche, il n'y a pas de doute, c'est du frelon asiatique. Déjà, on peut faire des fois, parce qu'on me demande souvent, mais comment on peut faire la différence ? Déjà, quand on sait que s'il est dans le tronc, ça va être frelon européen. S'il est à l'extérieur, accroché sur une branche, ça sera déjà un frelon asiatique. Ça peut être un moyen déjà de différencier ces deux espèces. Et la guêpe, elle ? La guêpe, cette année, on a fait énormément de guêpes en terre. Alors, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais les 3/4 des interventions... la guêpe se niche en terre, carrément. Elle se cache du frelon asiatique. Peut-être. Mais en tout cas, oui, cette année, pour notre société, en tout cas, on a vu que les 3/4 des interventions concernant les guêpes, c'était en terre. Donc, il faut faire attention, on met ses pieds si on marche pieds nus, ça veut dire. C'est ça, vos premières tentes. Il faut toujours regarder. En règle générale, quand il y a un nid, on voit un système de va-et-vient.
Et puis je le dis aussi, quand on coupe les haies, il est très important de prendre un manche à balai ou de râteau, de marcher et de taper en arrière en fait avec le râteau au niveau des arbustes, parce que malheureusement il y a beaucoup d'accidents au niveau des jardins, et on a beaucoup de personnes qui sont piquées parce qu'ils arrivent sans avoir regardé au préalable, et en fait ça permet de voir s'il y a des individus qui sortent et justement de prévenir du danger. Ça, c'est très juste parce que je connais des jardiniers, même professionnels, qui se sont fait attaquer par des frelons, justement, parce que le nid s'était mis au milieu d'une haie. Allez, il nous reste quelques minutes pour conclure. Je propose qu'on repasse la parole à David Corsiero, le tout nouveau député de la 6e circonscription. Écoutez, c'est déjà fini, j'ai pas vu le temps passer. Je vous remercie pour l'invitation. J'aimerais juste réitérer ce que je vous ai dit, que vraiment ma permanence est vraiment ouverte à tout le monde et que si je peux faciliter la vie à tout le monde, je suis là pour ça. On va peut-être donner l'adresse ou le téléphone, sinon. Je pense qu'on va vous le donner et puis vous transmettrez les messages. Voilà. Ce sera plus facile. Je voulais juste dire au sénateur Morand, j'étais heureux et enchanté de l'avoir rencontré puisque nous ne nous connaissions pas et que je lui donnerai mon numéro et puis qu'on aura l'occasion d'échanger, que vraiment c'est un plaisir pour moi. Et je voulais dire, je suis hyper fier d'avoir madame à côté de nous, parce que quand on voit l'enthousiasme qu'elle peut avoir, la passion qu'elle a su vendre, surtout ces petits insectes qui fait peur à tout le monde, vraiment je voulais juste dire que je suis heureux, une belle entreprise du Val d'Oise, et vraiment je pense qu'il faut redonner son nom, son numéro de téléphone pour lui faire un peu plus long. Justement, c'est ce qu'on va lui demander, de nous redonner comment on fait pour la contacter. Allons-y du coup, Caroline Provenchère. Alors, vous avez différentes possibilités. Vous avez notre site internet, donc antiguepnuisible.fr, et ensuite vous avez mon adresse mail, donc contact@anti-du6 guêpe au pluriel sans accent, -du6, nuisible avec un s.fr. Et après, vous avez donc le numéro de téléphone, donc vous pouvez très bien m'envoyer un SMS ou comment dire, me téléphoner, me laisser un message sur répondeur, parce que malheureusement, quand je suis en intervention, je ne peux pas toujours répondre. Le numéro de téléphone, c'est le 06 69 93 55 21. Donc voilà, il y a différentes solutions. Et puis passer par vos mairies, je suis énormément demandée par certaines mairies. On a des conventions, j'ai répondu à des appels d'offres, donc ils ont aussi mes coordonnées. Mais voilà, ayez tous l'automatisme pour n'importe quel problème de demander déjà à votre mairie des contacts avant d'aller sur Internet, parce qu'il y a malheureusement beaucoup d'arnaques. Voilà, c'est dit. Merci de l'avoir dit et de l'avoir répété, Caroline Provenchère. Sébastien Meurant, monsieur le sénateur, quelques minutes pour conclure également, si vous voulez bien. Merci de votre invitation. Merci également d'avoir rencontré le député. Bien sûr, avec plaisir, on se rencontrera après. Et puis là, j'ai appris des choses, moi, sur... quand il n'y a pas que préparer, couper du bois pour l'hiver, mais les frelons asiatiques sont gros. On peut aussi imaginer que l'hiver va être rude. Bon. Nous verrons, en tout cas, je retiens ça. Merci de votre invitation. Merci aussi de parler du Val d'Oise. Merci à Radio Anguin pour parler du Val d'Oise, car on a besoin de défendre ce département. Et donc on a un député qui nous disait qu'il avait à cœur de défendre son département. C'est le rôle des élus. Moi également, j'ai à cœur de défendre notre beau département. Et en tout cas, merci. Et puis on a beaucoup de choses à faire dans une période aussi difficile. C'est vrai qu'on a beaucoup de crises en même temps à gérer. Également avec les nuisibles. Voilà, je préfère ce mot-là, c'est plus simple à retenir. Merci. Merci à vous de votre invitation. Merci aux techniciens qui étaient aussi avec nous. Merci beaucoup. Merci à voilà. C'est vendredi, cette émission s'achève. Bien sûr, on vous retrouve dès lundi. Pour ma part, je serai avec vous dès lundi. En attendant, on va vous souhaiter un très bon week-end. Et vous retrouvez tous les contacts sur notre chaîne YouTube et puis sur, bien sûr, notre page Facebook et notre page LinkedIn. À très bientôt et puis très bon week-end. Ciao, ciao.